Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le 4e épisode de Culture Soccer, de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler des finales de conférence et des demi-finales qui sont passées la semaine dernière. On enregistre le 11 novembre et je suis avec Anthony de Varenne. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci. Moi, Anthony, vous pouvez me retrouver là, comme à l'habitude, à Anthony MLS sur Twitter. Et aussi, j'écris sur Lucarne Opposé. Twitter, @Antoine Latran. Je gère aussi le compte des French Sounders et vous pouvez trouver mes articles sur Lucarne Opposé et MLS Soccer. D'ailleurs, petit instant promo, mais je viens en sortir un sur la NASL dont la finale sera demain soir. C'est un excellent texte, Antoine, bravo. Merci beaucoup. On parle pas très bien de la MLS dedans, c'est plus contre la MLS. Mais aujourd'hui, on va parler de MLS et les 4 matchs retour demi-finale de conférence. Et on peut commencer tout de suite avec l'Est. Oui, à l'Est, le premier match retour qui a eu lieu à l'Est, ça a été Toronto contre le New York Red Bulls. Durant la première mi-temps, le fait le plus important a été l'expulsion de Sacha Kljestan et de Jozy Altidore à la suite d'une bagarre dans les tunnels menant au vestiaire. L'altercation avait débuté sur le terrain où est-ce que les deux hommes avaient copé d'un carton jaune. Donc, ça l'a vraiment dégénéré à la pause. Donc, les deux équipes étaient de retour à 10 contre 10 pour les 45 dernières minutes. Et c'est Bradley Wright Phillips qui faisait dévier le tir de Daniel Royer et New York était à un but d'une qualification. Malgré le fait de pousser énormément durant les dernières 45 minutes, là, c'est Toronto qui tenait bon et allait dans une finale de conférence pour une deuxième année de suite. Donc, c'est ça pour le résumé de ce match. Ça a fini 1-0 et au final, ça a été 2-2 au cumulatif, mais Toronto en est sorti victorieux grâce à deux buts à l'extérieur. J'étais vraiment très surpris, perso, excuse-moi, du fait que il y a Giovinco et Bradley Whitefield, tous les deux ont manqué un truc immanquable. Enfin, les trucs que eux deux mettent toujours au fond. C'était assez surprenant. Bradley Philippe, en deuxième période, avait le but ouvert devant lui, après avoir passé la défense. Et il avait l'égalisation au bout du pied, enfin l'égalisation sur les 2 matchs cumulés. Il aurait pu permettre à New York de se qualifier. Et l'expulsion, surtout la bagarre entre Altidore et Kljestan. Altidore tombe comme une mouche, alors qu'il doit faire 2 mètres de haut et 90 kilos. Ouais, c'était vraiment là, absurde comme situation. Là. Tu vois le petit pousser le gros baraquet, là, puis tu vois le gros baraquet tomber à terre. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, en fait, quand tu regardes la réaction de Adams, le mec qui a 18 ans de New York, qui est beaucoup plus mature que Altidore, 28 ans, 29 ans, qui a passé toute sa carrière en Europe. C'est vraiment, enfin, ça, c'est pitoyable de la part d'Altidore qui devrait faire profil bas vu ce qu'il a fait avec les États-Unis pour la Coupe du Monde, enfin pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc c'est assez pitoyable de sa part. Et du coup, ça va être assez chaud pour Toronto en finale, parce qu'ils vont pas avoir. Parce que Sébastien Giovinco s'est pris un carton jaune aussi pour un truc complètement débile. Il a gueulé, enfin, il gueule sur l'arbitre. Et du coup, il est suspendu pour le prochain match. Oui, et moi, surtout du côté de cette confrontation, là, c'est malgré les 4 buts dans la série, ça a vraiment été, selon moi, la série la plus décevante à regarder. C'était vraiment haché techniquement. Il n'y avait aucune cohérence dans le jeu, j'ai trouvé. Et ça manquait vraiment de rythme. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. C'était très moche. Très, très moche. Toutes les passes ratées, les ouvertures pareilles. Oui, et ça le fait que Toronto, au final, est sorti victorieux grâce à ses individualités. Je pense simplement au coup franc de Giovinco, aux prouesses d'Alex Bono dans le deuxième match, comme l'arrêt face à Bradley Wright Phillips, comme tu as dit un petit peu plus tôt. Bono a sauvé son équipe plusieurs fois dans la série. Et on peut repenser que les Red Bulls ont failli passer grâce à la chance. Je pense à un penalty moyen accordé à la première rencontre, un tir dévié à la deuxième. Donc, c'était vraiment pas la plus belle série. Là. Mais je sais pas, Toronto, ils rassurent pas avant la finale de conférence. Ils ont vraiment fait, enfin, c'est très loin de ce qu'ils faisaient pendant la saison régulière. Oui, je suis très d'accord avec toi. Les seuls joueurs que j'ai aimés du côté ontarien, là, c'est Justin Morrow qui est toujours étincelant. Et Victor Vasquez, que j'ai aimé son côté technique face à New York. Il sera sûrement une des clés de la finale, mais on en parlera un peu plus tard. On va passer au deuxième match. Oui, le deuxième match, on s'en souvient, on s'en rappelle, Columbus menait 4-1
Cependant, dès la 16e minute, c'est David Villa qui donnait espoir aux siens avec un but sur un penalty converti. Il n'y avait aucun but avant la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, dès le retour des vestiaires, c'est Andraz Struna qui marquait d'un tir dévié par Jonathan Mensah. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais on aurait dit que c'était planifié. Mensah qui redirige la tête directement dans ses filets. Superbe tête piquée. Ouais. Je pense que si ça l'aurait été voulu, il n'aurait jamais réussi l'exploit. Donc, malheureusement pour le NYCFC, Columbus tenait bon grâce à son entraîneur Greg Berhalter, qui faisait rentrer en fin de match 2 défenseurs de plus, en l'occurrence Lalas Aboubakar et Adam Yam. Patrick Vieira, lui, lançait ses dernières cartes en fin de partie en faisant rentrer Andrea Pirlo dans la rencontre pour le laisser faire son dernier tour de piste et pourquoi pas délivrer le Yankee Stadium à l'aide de sa magie italienne. Mais il n'a rien pu faire. Ouais, il a joué 2 minutes, il faut dire. Il a vraiment pas joué longtemps. Des fois, la magie italienne, là, ça prend 30 secondes et le tour est joué. Mais c'était un peu triste. C'était un peu triste comme fin de carrière, j'ai trouvé. Ouais, mais je pense que le plus triste réellement, là, c'est de voir que les deux équipes new-yorkaises se sont vues montrer la porte de sortie en demi-finale pour une deuxième année de suite. Là. C'est pas très beau pour cette ville qui accueille le siège social de la MLS. Et c'est dommage pour une équipe comme New York City FC, parce qu'il y a des individualités comme David Villa. On pourrait croire, enfin, ça serait beau que David Villa fasse quelque chose de mieux dans sa carrière MLS et qu'il arrive au moins en finale de conférence. Donc c'est assez triste pour lui ici. Je pense pas qu'il va rester plus de 2 ans après à New York City FC, il commence à être vieux. Donc il faudra voir ce qu'il fait l'année prochaine. Niveau tactique, je pense que l'erreur de Patrick Vieira a été d'y aller trop offensif à Columbus. Ça a été le contraire d'un coach comme Carl Robinson, on va en parler un peu plus tard, là. Mais il a été beaucoup trop offensif. Et ensuite, là, le carton rouge d'Alexander Callens, ça l'a complètement plombé la rencontre. Là, donc, ouais, non, vraiment, après, ils étaient pas loin du 3-0. New York City, ils étaient beaucoup plus près du 3-0 que du 2-1. C'est important de le dire. Et Columbus va vraiment falloir qu'ils fassent un meilleur match en finale parce que ils étaient vraiment mauvais. Entre Mensah qui a donné, il a limite donné, il aurait pu donner 10 buts tellement il a perdu tellement de ballons, c'était impressionnant. Et aussi, on voit dès qu'ils sont menés au score, ils commencent à jouer nerveusement. Je prends l'exemple de Higuain. Dès qu'il commence à être mené au score, Higuain, il essaye de faire des petites talonnades, des petits gris-gris, des machins. Et il a perdu tellement de fois le ballon en deuxième mi-temps, à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque, parce qu'il essayait de mettre son petit geste technique. Et c'est assez gênant pour Columbus. Il va falloir qu'il fasse mieux à Toronto. Ouais, et je suis du même avec toi. Je pense que la plus grosse difficulté, le plus gros point négatif qu'on peut dire de cette rencontre, c'est que Columbus ne s'est pas allégé la tâche et n'a même pas réussi à marquer. En marquant un but, là, il aurait fallu que New York en marque 3 pour passer. Là. Donc, c'est pas bon pour la confiance. Et surtout en défense, ils sont vraiment pas rassurés. Ils ont eu le plus mauvais match défensif depuis un bon bout de temps. Mais je suis d'accord en même temps avec toi, mais je crois qu'il faut avoir le 4-1 en tête. Ils sont arrivés là en voulant préserver le score et je pense qu'inconsciemment, la ligne défensive était beaucoup trop basse. Ils se sont dit, si on reste bas, on va pas encaisser, mais on voit une erreur là, comme sur le penalty accordé au NYCFC, là, c'est que tu es tellement bas dans ta surface que la moindre erreur que tu fais, ça donne penalty parce que les fautes sont dans la surface. Non, ils ont un peu déconné niveau tactique et c'était vraiment tout le monde. Enfin, on garde le bus devant le but et on essaie de pas prendre un troisième but. Mais c'est pas très bien joué de leur part. Non, vraiment pas. Mais chaque stage de la compétition là est une nouvelle saison. Donc, Columbus est passé de justesse, mais elle va peut-être créer l'exploit face à Toronto. Hein? On ne le sait pas. Comme on le dit chaque semaine, ça serait la belle histoire vu les rumeurs de mouvement à Austin. Ouais, le mouvement Save the Crew, ça serait un énorme message envoyé aux propriétaires et à la Ligue de gagner la Coupe MLS. Là. Ouais, même si je pense pas que ça puisse faire grand-chose, mais c'est une autre histoire. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à l'Ouest maintenant?
Oui, oui, on va passer à l'Ouest. Le premier match avait lieu 3 jours avant les autres. C'était Vancouver contre Seattle. En première mi-temps, aucune des deux équipes arrivait à faire la différence, mais Seattle avait clairement les meilleures chances. Je pense à une action de Clint Dempsey vers Will Brown, mais Will Brown n'arrivait pas à pousser le ballon dans les filets. Ça se traduisait en deuxième mi-temps, puisque 11 minutes après le début de celle-ci, Clint Dempsey délivrait les Thunders et le Century Link-Field s'exaltait. Vancouver tentait de revenir au score en faisant rentrer des joueurs comme Alphonso Davies puis Drake Shea, mais c'est deux ce qui marquait pour Seattle pour faire le break et permettait à Seattle d'atteindre une troisième finale de conférence en 3 ans. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là. Tu devais être très content à ton réveil. Bah, apparemment, c'était chiant quand même. Même si Dempsey a marqué 2 buts en deuxième mi-temps, c'était pas ouf techniquement de la part de Seattle. C'est juste solide et propre. On parle souvent de notre attaque, mais vraiment la défense centrale cette année entre Torres et Marshall, et puis Kevin Lerdam, qui est je pense la meilleure recrue de la saison, en arrière droit. Ils ont tous fait un travail de dingue. Mais il va falloir pour les prochains matchs vraiment animer un peu l'attaque parce que c'est pas ouf. Ah, et puis toi qui l'adore, j'espère que t'as vu, je sais pas si t'as vu le point de vue de Dempsey où il y a le ballon va pour Harry Sheep, et comme je sais que tu adores Ouais, Harry Sheep, ouais Harry Sheep la, il roule la, sur le ballon. la petite redirection vers Clint Dempsey. Très accidentel. En effet, il a fait tout ce que tout le monde attend de lui, c'est-à-dire jouer, effacer et laisser les autres faire. Donc, Ah, là c'est clair, il a pris le ballon, il est tombé dessus. Ah, mais heureusement il y avait Dempsey derrière qui a pu récupérer le ballon et mettre un but, un très beau but. Mais putain, Harry Sheep, c'était assez drôle à voir. Après, ouais, c'est assez intéressant de voir Dempsey, parce que tout le monde, à Seattle, c'est assez compliqué. Dempsey, c'est comme Higuain à Columbus, c'est un joueur qui vraiment ralentit le jeu dès qu'il a le ballon. Il a du mal à faire le geste rapide en contre-attaque, tout ça. Mais enfin, même si les gens le détestent, on l'adore en même temps, et c'est pour ça qu'on a des joueurs désignés de tel calibre. C'est vraiment pour mettre des buts comme ça. Lorsque tu en as un, et ils sont là et ils se révèlent, ce genre de joueurs désignés, et ils sont importants pour une équipe pareille et pour gagner une coupe MLS. oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais parler d'un point un petit peu plus négatif. Je vais parler de Vancouver. Je crois que leur entraîneur, Carl Robinson, a peut-être eu une mentalité trop défensive. Il est arrivé à domicile, il s'est dit si je n'encaisse aucun but, on est bien parti pour le match retour. Mais sa petite logique a sauté avec l'arrivée de Dempsey dans l'équation. On a vu, là, ça a été terrible. Ouais. Et aussi, là, la clé de cette confrontation, c'était un peu le duel Freddy Montero contre Clint Dempsey. Montero n'a pas pu faire la différence, mais c'est un peu normal quand on voit que Vancouver a seulement fait un tir cadré en 2 rencontres. Je crois que le Ah ouais. problème est beaucoup plus grave que seulement Montero. Et je ne comprends pas pourquoi cette équipe a seulement fait un tir cadré quand on voit qu'au match retour, il y avait des joueurs comme je viens de le dire, Freddy Montero, mais aussi Bolaños, Jordi Reyna, puis Christian Texeira. Donc, Ouais. Le problème, c'est que tu voyais pendant tout le match, tu avais un point bleu dans la défense de Seattle, c'était Montero, mais il était coincé entre Torres et Marshall. Et il y avait personne d'autre pour l'aider. Vancouver jouait assez bas et aucun ballon arrivait à Montero. Le mec qui restait toute la partie devant. C'était assez triste de le voir errer tout seul dans la défense de Seattle. Je sais pas il, quand. il, Pardon. il aurait peut-être fallu au moins 3 milieux du type Ali Ghazal et Noza, peut-être un troisième, et mettre seulement 2 ou 3 joueurs offensifs pour Hmm. peut-être jouer en compte, là. Ouais, je sais vraiment pas comment ils vont faire pour l'année prochaine, parce que Montero est pas sûr de revenir vu qu'il est prêté. Si Montero revient pas, il va falloir qu'il se retrouve un numéro 9 d'exception, parce que sans Montero, je vois absolument pas comment il ferait pour faire une meilleure saison que cette saison pour l'année prochaine. Ah, mais quelques jours après la rencontre, Carl Robinson le disait, là, ça va être un chantier de construction, Ouais. l'entre-saison de Vancouver. On pense à David Orsted qui est sur le départ, Hmm. Montero incertain, mais là, Robinson annonçait qu'il y a des joueurs de longue durée, de longue date, et des favoris de la foule pourraient partir. Je pense à un joueur, l'arrière-gauche, Jordan Harvey, qui est là depuis le Hmm. début de la franchise en MLS, que lui,
ses jours sont comptés du côté du Canada. Ouais, donc il va falloir qu'il fasse un mercato assez actif, Vancouver. Oh oui. Sinon, c'est mort. Et donc après, le dernier match, c'était Houston qui s'est débarrassé de Portland. Oui, en effet. Et c'est Portland qui marquait les premiers grâce à Darren Asprilla. Donc, on pourrait penser que Portland était bien barré pour la victoire, 1-0. Cependant, Dylan Remick, d'une magnifique reprise de volée, remettait tout le monde à la case départ et avec ce but, Houston était avantagé dans la série dû au but à l'extérieur. Le match semblait se conclure sur ce score, mais le Dynamo voulait être sûr d'être qualifié et Mauro Manotas, rentré quelques minutes plus tôt, marquait d'un tir de loin où est-ce que Jeff Attinella paraissait très faible. Donc, le score se concluait 2-1 et Houston passait à la ronde suivante. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la rencontre. Je suis assez étonné. Houston, à chaque round, j'ai l'impression qu'ils vont perdre. Je les voyais pas gagnant contre Kansas ni contre Portland. Et à chaque fois, ils ont bien joué. Et putain, Tyler Derrick, qu'est-ce qu'il est bon. Le dernier but, en première mi-temps, il y a une frappe excellente de Portland. J'arrive plus à savoir c'est qui la tire, mais il décroche l'arrêt de l'année. Donc ça va être très chaud parce qu'il est pas là au prochain match. Il a eu des problèmes avec la justice et il sera suspendu au prochain match. Mais Joe Willis, au match retour, là, quand même très bien fait. Il a gardé son équipe à maintes reprises. Il a fait face à 4 tirs cadrés, si je me rappelle bien, mais a été un élément important du Dynamo en fin de match. Là. Ouais, c'est vrai. Il était assez. Mais ouais, je sais pas comment ils vont faire pour le prochain match quand même. Je trouve que Derrick est vraiment impressionnant. Euh, mais ouais, et ils étaient très bons. Portland, je suis étonné, mais je sais pas, il y avait pas le brin de dynamisme qu'il y a eu toute la saison avec Valérie. Euh, il manquait quelque chose dans l'attaque. Ouais, et je crois que Caleb Porter, l'entraîneur de Portland, a perdu son duel tactique face à Wilmer Cabrera, mais selon moi, ça aurait pu tourner à l'avantage des Timbers au lieu du Dynamo. Je crois que le point qui a fait changer le cours des choses, c'est euh, la rotation. Je crois que les joueurs de Houston étaient beaucoup plus frais puisque Cabrera avait effectué une rotation durant le match, puisque Kyoto et Manotas n'ont même pas débuté la rencontre, des éléments clés pour Houston. Et Portland, eux, durant à peu près toute la saison, ont perdu leur élément clé. Je crois qu'ils sont arrivés au match retour avec un effectif très léger. On pense à la blessure de Fernando Aldi, celle de Diego Chara au match aller. Je pense que ça a été la plus grande différence au match retour. On pense aussi à Sébastien Blanco, à Laris Nabiala et même à Darren Mattox durant la partie qui a dû céder sa place. Donc, c'est vraiment des éléments importants là, pour Portland. Et je crois qu'un duel Fernando Adi et Philippe Sanderos, là, ça aurait été magnifique durant cette confrontation. Ouais, mais c'est aussi un truc qui va arriver à Houston pour le prochain match parce qu'ils ont 3 joueurs du Honduras qui sont en train de faire un match contre l'Australie. Il y a Kyoto, Celis et Garcia qui sont en train de jouer avec l'Honduras contre l'Australie. Donc il va y avoir aussi beaucoup de fatigue dans leur effectif pour la finale. Ça va être quelque chose dont il va falloir régler à Houston. Je sais pas si tu avais encore des choses à rajouter sur les matchs retour. Moi, ça serait. Non, juste, je suis aussi impressionné de voir Houston gagner à l'extérieur parce qu'ils l'ont absolument pas fait cette année. Ouais, c'est Et vrai. juste quand il faut, hop, ils mettent la victoire à Portland. Et c'est surtout que Providence Park, c'est une réelle forteresse pour Ouais. Portland. Là. Ils perdent rarement à domicile. Et ça s'est produit en série, malheureusement pour eux. Assez dur pour eux, assez injustifié, mais bon, c'est à ça que servent les playoffs. Donc, on serait rendu au final de conférence. Est-ce que tu préfères commencer par celle de l'Ouest ou celle de l'Est? On peut commencer par l'Ouest, vu qu'on était en train de parler de Houston. À mon avis, une des clés du match, ça va vraiment être de voir. Houston commence, je crois, à domicile. Oui, oui, il commence à domicile et d'ailleurs, la rencontre est déjà à guichet fermé. Donc, malgré la piètre qualité du terrain, là, l'ambiance va être de qualité supérieure. Surtout que c'est assez rare pour Houston des matchs guichet fermé. Je crois là que Houston est un peu dans une vibe positive en cette fin de saison. Les Astros de Houston au baseball ont remporté le championnat et maintenant, ça pourrait être le Dynamo. Donc, c'est vraiment une magnifique
saison de sport pour les partisans de Houston. Mais n'empêche que je pense, personnellement, je vois Seattle s'imposer, en tout cas sur les deux matchs. Je veux dire, je vois Seattle passer parce que, à mon avis, Houston, à chaque match, je les vois pas passer. Et là non plus, même s'ils jouent à domicile en premier, ils auront leur attaquant hondurien fatigué. Ils ont plus Tyler Derrick. Seattle, en théorie, il retrouve Svensson, qui a joué hier avec la Suède contre l'Italie. Il retrouve Alonso. Peut-être pas Jordan Morris, mais ça fait quand même un bon milieu de terrain. Et ça veut dire que Lodeiro peut rejouer en attaque. Ça veut dire que Harry Sheep peut revenir sur le banc. Et ça veut dire qu'on aura quand même une très bonne attaque. Et je vois pas, enfin, si l'attaque marche, si Dempsey, Lodeiro, Rodriguez, tout ça, Burn, qui sont tous en forme, je vois absolument pas Houston arriver à les battre. Mais moi, selon moi, là, la confrontation va être très intéressante. Houston peut paraître désavantagé, mais ils ont réussi à sortir de Portland et c'est surtout que leur dernière qualification dans les séries datait de 2013. Donc, ils sont assoiffés de victoires et je tiens à le rappeler, dans leurs 3 dernières apparitions en série, c'est 2 MLS Cup. Donc, avec l'histoire de Houston, là, le Dynamo n'est vraiment pas à sous-estimer. Ouais, non, c'est sûr. Un autre point, selon moi, c'est leur défensive. Philippe Sanderos est un réel plus pour l'effectif de Houston. La défensive était moyenne cette saison. Ce n'était pas les meilleurs, là, mais depuis l'arrivée de l'international suisse, l'équipe là n'encaisse plus. C'est 2 buts encaissés depuis leurs 6 dernières rencontres et ils ont seulement encaissé 2 buts ou plus à une reprise à leurs 10 dernières rencontres. Donc, c'est vraiment là, la défensive par excellence en cette fin de saison. Et c'est aussi une équipe, c'est l'équipe en forme, selon moi, de la fin de saison. Quand on voit que durant pratiquement toute la saison, ils étaient 5, 6, 7e et que ça a été la seule équipe à assurer leur place en série avant la dernière journée dans les 3 dernières places qualificatives, là, il y a une réelle cause et je crois que c'est la défensive. Ouais, mais je pense pas que la défense de Houston, en comparaison avec Seattle, je pense pas qu'elle soit aussi bonne. Et Seattle, je pense qu'ils ont vraiment une meilleure équipe que l'année dernière. Les ajouts l'ajout de Lerdam, Roldan, qui est plus vieux, qui est meilleur, l'ajout de Svensson, le fait que Dempsey ne soit pas blessé, il y a Maurice qui est blessé, mais je trouve que Seattle a une meilleure équipe que l'année dernière. L'année dernière, ils ont gagné. Donc je les vois vraiment pas perdre contre Houston et ne pas arriver en finale de MLS. Je suis d'accord avec toi. Même niveau arrière-gauche, je crois que Nuutolo est un joueur plus porté vers la défensive que Joevin Jones. Donc, il y a peut-être un coup à jouer de ce côté. Et je suis d'accord avec toi. Les Thunders doivent entamer la finale de conférence sereinement. Ils ont les moyens de faire des énormes dégâts à Houston. Cependant, la défense n'est pas la plus rapide de la ligue, selon moi. Et ils devront faire attention à des joueurs comme Romel Kyoto et Albert Ellis qui adorent exploser, qui adorent partir des bords du terrain et percer dans l'axe avec, comme je viens de dire, une excellente vitesse avec ou sans le ballon. Là. Donc, je crois que la clé du match là, va falloir que la défense de Seattle fasse attention à ces 2 joueurs-là. Là. C'est vrai, ouais, ça va être la clé du match, ça va être surtout l'attaque de Houston. Mais en tout cas, si je devais prédire un truc, perso, je vais avec Seattle. Moi, j'irai avec Houston. Et il y a un fait intéressant aussi pour cette rencontre, c'est Will Brown retrouvera son ancienne équipe pour la première fois en série. Lui qui avait fait tout son début de carrière avec le Dynamo, il a quand même marqué 50 buts avec l'équipe texane, là, donc c'est pas rien. Et je crois que Will Brown va faire quelques CSC pour permettre à son ancienne équipe de passer. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais ouais, et puis surtout lui, en plus, enfin, il me semble les dernières saisons à Houston, il marquait pas beaucoup de buts. Je me souviens que la dernière saison, il a mis 4 buts avant d'arriver à Seattle. Là, avec Seattle, enfin, c'est pas le joueur le plus technique du monde, mais il est quand même déjà à 10 buts. Et il est là, enfin, c'est le mec qui est au top, juste au bout de la chaîne d'attaque, qui met ses petits buts simples, mais voilà, un vrai renard de surface. Et donc lui aussi peut être une des clés du match. Oui, en effet. Maintenant, la finale de conférence de l'Est entre Columbus et Toronto. Selon moi, Toronto a clairement les outils pour venir à bout de Columbus. Et
tout va jouer à Columbus, puisque Giovinco et Altidore ne seront pas du voyage. Et si le Crew ne gagne pas à domicile, là, le voyage dans le Nord ne sera pas de tout repos, selon moi. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont peut-être tous les outils, mais ils les ont pas à l'aller. Et jouer à Columbus, c'est jamais facile. S'ils jouent sans Altidore, sans Jovinko, ça va être très compliqué, même s'ils ont joué sans les deux en fin de saison et ça marchait plutôt bien. Mais tout va reposer un peu sur les épaules de Ricketts ou de Vasquez. Et ça va être enfin le match aller va vraiment déterminer pas mal de choses. J'espère personnellement que Columbus va se qualifier juste pour l'histoire. Et je crois que il y a peu de monde qui le savent, là, mais il y a une réelle rivalité entre Columbus et Toronto. À chaque année, il se joue la Trillium Cup. C'est une des coupes créées par la MLS pour accentuer les rivalités. Là. Donc, il y a clairement une rivalité entre ces deux clubs. Et c'est surtout que Columbus, depuis la fin de saison, c'est vraiment une bonne équipe. Mm. On voit le dernier match de la saison régulière, un nul face à New York qui est jamais facile. Ensuite, certainement leur match de la saison face à Atlanta. Par la suite, le 4-1 extraordinaire face à New York. C'est sûr qu'ils l'ont encaissé rendu à New York, mais il y avait des circonstances autour de ce match-là. Donc, je crois vraiment que le Crew a son rôle à jouer dans cette série, mais ça va être très difficile. Toronto est clairement avantagé. Vu l'état de la défense de Columbus au match retour. Ouais, mais je crois que si les hommes de Greg Vanney jouent de la même façon qu'ils ont joué face aux Red Bulls, là, Columbus va passer. Ouais, perso, je sais pas, je vois la belle histoire, je vois Columbus passer, Higuaín peut faire la différence, Meram peut faire la différence, Camara aussi. Donc je vois bien les Columbus s'imposer à la maison puis tenir le nul au match retour. Oui, je suis d'accord avec toi. Même moi, je crois que Columbus doit gagner avec plus qu'un but de différence pour pouvoir encaisser à l'extérieur, là, parce qu'ils encaissent beaucoup au BMO Field. En 2 rencontres au BMO Field, ils ont encaissé 7 buts. Euh, une première fois dans une défaite de 2-1 et une deuxième fois dans une défaite de 5-0. Là. Et ça a été le dernier fondement des deux équipes, ce 5-0-là. Donc Columbus va clairement vouloir se venger de cette humiliation. Là, ils vont devoir faire gaffe au retour à Jovinko et à Tidor. Donc on voit qui vois-tu arriver en finale, toi, Toronto ou Columbus? Pour la belle histoire, Columbus. Ouais, Ouais, pareil. Columbus. En espérant que ce soit Columbus qui passe, du coup, on va voir si ce sera contre Houston ou contre Seattle. Mais Oui. un Houston-Columbus, franchement, n'aura été prédit par personne. Ah, euh, pas au départ, mais là, vers la fin, je viens de le prédire que la finale va être Houston-Columbus. Ouais, mais je veux dire, au début de la saison, je crois que personne n'aurait Non, parié sur ben ces non, deux équipes en finale. jamais. Hein. Même pas au début des séries. Là. Tu commences avant les matchs de barrage, là, et je crois que tout le monde pense que c'est Kansas City et Atlanta qui vont passer. Ils Ouais. étaient même pas favoris lors des barrages, et là, ils ont la possibilité de pouvoir se disputer la MLS Cup. C'est vraiment beau. C'est là qu'on voit que des séries éliminatoires, ça rend les choses vraiment là, improbables. Ouais, ça change vraiment la face d'une entière saison. Et c'est comme l'année dernière, hein, Seattle qui avait fait une saison assez nulle, qui se qualifie la dernière journée de la saison, qui se qualifie en playoff et puis qui finalement gagne la coupe. Cette année, peut-être que Houston ferait la même, peut-être que Columbus pour la belle histoire gagnera. On verra comment ça se passe, mais je pense que Toronto, en tout cas, s'ils perdent la finale de conférence, c'est quand même, vu les moyens qu'ils investissent chaque année, c'est assez très décevant pour eux. Oui, et un fait qui est à noter, c'est que peu importe qui va remporter la série dans l'Est, là, ils vont avoir un clair avantage dans la finale pour la MLS Cup, puisque c'est soit Toronto ou Columbus qui vont accueillir cette finale, puisqu'ils ont eu plus de points que Seattle ou Houston. Donc la finale va se faire au froid. Ce qui est quand même un bon point pour nous, Européens, c'est-à-dire que la finale sera moins tard que si elle se passait dans l'Ouest. Donc En voilà, il y a des effet. bons côtés. Ok, je crois qu'on peut passer à notre moment Il était une fois en Amérique. Parfait. Moi, mon moment, il était une fois en Amérique, c'est
l'arrivée de Rémi Garde à Montréal. Je vais vous faire un petit profil de cet homme. Il a commencé sa carrière de joueur à Lyon, puis il est allé à Strasbourg, et pour finalement jouer à Arsenal avec Patrick Vieira. Pour ce qui est de sa carrière d'entraîneur, il a entraîné à Lyon un total de 168 rencontres où est-ce qu'il a gagné une Coupe de France, gagné face à Quevilly. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce parcours-là de rêve de cette équipe de nationale, je crois. Et il a également gagné un trophée des champions. Rémi Garde a ensuite quitté Lyon après son contrat de 3 saisons. Il a par la suite fait un court passage de 23 rencontres à Aston Villa à ce moment, bon dernier de Première Ligue. Il n'a pas réussi à redresser cette équipe et a finalement eu un bilan désastreux de 13 défaites en 23 rencontres. Là. Donc, Mais je crois qu'il a quand même fait mieux que l'entraîneur qui était avant lui. Enfin, il est arrivé au moment où Aston Villa était au fond du trou. Oui, et par la suite, ils sont descendus en Championship et n'ont pas réussi à retrouver la Première Ligue depuis. Ensuite, après ce passage à Aston Villa, il a été contacté par le Standard en Belgique, plusieurs pour parler avec Everton, mais il a finalement choisi l'Impact. Donc, il rejoint son ancien coéquipier Arsenal, Patrick Vieira, qui, Rémi Garde le dit de lui-même, là. Patrick Vieira lui a vanté la vie de coach en MLS. Donc, c'est pour cela que Rémi Garde vient en MLS grâce à l'exposure de la MLS, soit par Patrick Vieira ou Didier Drogba. Niveau tactique, Rémi Garde, c'est un coach qui s'inspire beaucoup d'Arsène Wenger niveau coaching et même niveau manager. C'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Niveau terrain, il aime jouer avec le ballon, voit le jeu de façon positive. Il a dit un jour, j'aime l'approche du football qui consiste à bien occuper la largeur du terrain en possession de ballon et à le récupérer très vite dès la perte du ballon. Il a aussi dit, un collectif qui va de l'avant posera toujours plus de problèmes à l'adversaire. Donc, je crois que c'est un entraîneur qui est beaucoup porté vers l'attaque. C'est un entraîneur qui est vraiment très malléable niveau dispositif. Il fait avec ce qu'il a, donc on ne reste pas enfermé dans un dispositif avec lui. Et c'est aussi un entraîneur qui est beaucoup porté vers la formation. On le voit, il vient d'un club comme Lyon. C'est un club vraiment qui a la formation à cœur. Donc, je crois que des joueurs dans l'académie auront leur opportunité. Je pense à des Louis Bélan-Goyette, Anthony Jackson-Hamel qui a quand même bien fait cette année, ou même des Thomas Meyer-Giguère, plein de bons joueurs de l'académie comme cela. Là. Et même, ça pourrait faire garder Balou, Jean-Yves Tabla une saison de plus à Montréal. Ouais, non, parce qu'à Lyon, il a lancé vraiment beaucoup de bons joueurs. Umtiti, NJ, j'essaie de penser Martial aussi, même Bounassar, Tolisso, donc des joueurs qui se sont retrouvés après dans les plus grands clubs d'Europe. Enfin, Umtiti le Barça, Tolisso au Bayern, Martial à Manchester. Donc c'est vraiment un entraîneur qui peut vraiment pousser les jeunes. Il a gagné quand même la Coupe de la Ligue, ouais, la Coupe de France. Et il a vraiment fait ça à une période à Lyon qui était la période de transition après les périodes où ils avaient beaucoup d'argent. Donc il a fait ça avec pratiquement aucune recrue à plus de 3-4 millions et avec beaucoup de jeunes. Donc ça peut être très bien pour Montréal et c'est vraiment un entraîneur dans la MLS, dans ce qui se fait en MLS maintenant, comme Tata Martino ou Patrick Vieira, un entraîneur qui a quand même beaucoup d'expérience et un beau CV. En effet, d'ailleurs, on a fait un sondage sur notre page pour savoir si Rémi Garde était dorénavant l'entraîneur avec le plus de prestige en MLS. Et sur une soixantaine de votants, là, environ 60% des personnes croyaient que Rémi Garde était l'entraîneur avec le plus de prestige en MLS présentement. Là. Ouais, bon, moi j'ai voté contre. Hein. Pour moi, Tata Martino, il est quand même au-dessus. Ouais, ben, selon moi aussi, là, il y a surtout plus d'expérience niveau coach. Je pense pas qu'après seulement avoir coaché environ 4 saisons, tu peux être un excellent entraîneur. Là. Je crois que ça vient beaucoup avec l'expérience. Mais on va le voir sur les terrains. Et d'ailleurs, en parlant de terrain, j'ai fait une petite liste fictive de joueurs qui pourraient arriver à Montréal. Ça peut être Hugo Loris, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Gomis ou même Lisandro Lopez. Je fais une dédicace à
à Rodolphe de l'équipe opposée, qui adore le Racing. Donc, Lisandro Lopez. En vrai, je vois vraiment mal aucun de ces joueurs arriver à Montréal, à part peut-être Gomis à la limite. Mais à mon avis, pour attirer la Gazette, il va falloir attendre quelques années. Ouais. Et, niveau staff, Rémi Garde a dit aux ondes de TVA Sport qu'il compte s'entourer des membres loyaux de son staff, des membres qu'il connaît, mais également de membres ayant une grande connaissance MLS pour ne pas être dans l'inconnu. Tu sais, la MLS, c'est complexe comme système. Mm. C'est vraiment pas comme en Europe. Je pense au salary cap, les joueurs désignés, les séries éliminatoires. Donc, je trouve que Rémi Garde a une certaine tête sur les épaules et de le voir un staff avec une connaissance MLS et ayant une expérience européenne, je crois que ça va être le meilleur des mondes. Là. Ouais, là, ça va être assez intéressant à voir à Montréal, parce que Montréal a bien besoin de ça. Effectivement. Mon moment, il était une fois en Amérique, et le exact contraire, alors que des équipes comme Atlanta, Tata Martino, Montréal vient de prendre Rémi Gard, donc des entraîneurs assez connus, assez bons, qui peuvent vraiment faire progresser la MLS. New England Revolution, qui vit définitivement dans le passé, a décidé de prendre comme coach Brad Friedel. Je comprends pas. Ils ont une saison toute pourrie avec un mec qui avait peu d'expérience en tant qu'entraîneur, Jay Hughes. Et pour ceux qui suivent le carnet opposé, j'avais fait un article dessus sur la saison de ratée de New England Revolution et comment ils avaient besoin de se reformer complètement, comme on a fait Kansas City il y a quelques années. Ils ont besoin de se refonder complètement au niveau de l'effectif, de l'entraîneur, de la présidence, du stade. Il y a plein de choses qui doivent changer. Et eux ont préféré prendre Brad Friedel. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien gardien américain qui a joué à Columbus Crew dans les années 95, 96, je crois, et qui ensuite a été révélé en première ligue à Blackburn, à Aston Villa et finalement à Tottenham. Il a arrêté de jouer en 2015 et n'a qu'une seule année d'expérience en tant qu'entraîneur, qui est avec les moins de 19 des États-Unis. Et c'est tout. Et donc pour complètement révolutionner pour faire une excellente saison, New York Revolution a pensé que prendre un mec qui avait une seule année d'expérience serait une bonne idée. Pour moi, c'est une énorme connerie et je comprends vraiment pas ce que font les propriétaires de New England qui ont l'air d'avoir rien à faire de leur franchise et qui la laissent couler jour après jour. Mais je crois que moi, pour apporter un propos un peu plus nuancé, là, je crois que un entraîneur, pardon, comme Patrick Vieira, qui a entraîné seulement les U20 à Manchester City, a quand même apporté un bon pour la MLS. Donc, je crois que Friedel peut apporter un bon à la MLS, mais je suis un peu sceptique. Ça n'a pas été un grand joueur dans l'histoire du foot. Ça a été un gardien moyen en Europe. Ça n'avait pas été un aussi excellent joueur que Patrick Vieira. Il a peut-être une excellente vision du jeu, une excellente pensée tactique, mais je crois là qu'il n'y a pas de moyen. Je crois que Friedel, c'est soit que ça va être un désastre ou vraiment là que ça va réussir. Et ça dépend vraiment aussi de la cohésion de l'équipe, du collectif. Quand on voit le Revolution va nulle part, quand on voit qu'ils ont recruté des joueurs comme Nemes, c'est vraiment ça pose question et je crois que le problème est encore plus profond que l'entraîneur. Ouais, non, c'est la direction. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils font. Et puis pour comparer avec Patrick Vieira, il venait avec une nouvelle équipe. Il a quand même fait 2 ans d'expérience à Manchester City, où à mon avis, à Manchester City, il devait être bien encadré, il devait bien. Ça, c'était un bon endroit pour commencer sa carrière d'entraîneur. Alors que Friedel, bah, il a fait juste une sélection de jeunes, quoi, il y a 1 an, pas 2 ans. Non, Donc, je comprends ton point que à Manchester City, c'était à chaque jour avec les jeunes de moins de 20 ans, tandis qu'en sélection, euh, hmm. c'est pas un rapport quotidien avec les joueurs. Ça, c'est vrai, il n'a jamais vécu de rapport quotidien avec les joueurs, de vraiment créer une tactique quand même permanente, une vraie idée de jeu. Ça, il l'a jamais fait, là. Ouais, non, ça va être assez intéressant. Mais bon, à mon avis, c'est pas la saison prochaine que New England gagnera la MLS. Ouais, et c'est surtout le fait
Je vais revenir sur Brad Friedel. Je crois que c'est surtout que il a été formé dans un temps où que l'équipe américaine, c'était pas dans leur meilleur. Je crois que Patrick Vieira, comparé à Friedel, il a eu une excellente formation avec l'équipe de France. Tandis que Friedel a été formé dans où est-ce que le soccer avait pas une grande partie dans le monde du sport aux États-Unis. Je crois que des joueurs comme Thomas McNamara, il disait que lorsqu'ils ont grandi, ils n'avaient pratiquement aucune opportunité de jouer au haut niveau, excepté la dizaine de clubs MLS. Là. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, un mec comme Patrick Vieira, à mon avis, un meilleur effectif déjà pour commencer sa carrière. Enfin, quand il a commencé à New York City FC, il y avait un meilleur effectif de club que Friedel quand il va commencer sa carrière de coach avec New England. Donc voilà, je lui souhaite bonne chance. Et moi, j'espère surtout qu'il va relancer Kei Kamara parce que c'est un de mes joueurs favoris, moi. Il est spécial. Je dirais pas qu'il est très technique, mais ouais, il met des buts de temps en temps. Ouais. Des magnifiques buts de la tête. Ouais, on vous retrouve, mesdames et messieurs, pour on va sûrement parler des finales de conférence avant la finale de MLS Cup. Encore une fois, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Antoine Latran et au compte des French Thunders, et sur aussi mes articles sur Lucarne Opposé et MLS Shocker. Moi, Anthony, vous pouvez me retrouver sur Anthony MLS sur Twitter. Et j'écris également sur Lucarne Opposé où est-ce que je vous fais un résumé à chaque semaine des matchs. N'oubliez pas de follower Culture Soccer sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Mixcloud. Mixcloud aussi. Exactement. Et merci de partager un maximum cet épisode si vous voulez voir en plus. On a plusieurs invités qui arrivent, plusieurs surprises pour vous, chers auditeurs. Donc on est vraiment content que les premières émissions se soient plutôt bien passées. Merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.